bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue ici dans cette salle, notre traditionnelle réunion d'information sur la fiscalité immobilière, sur la fiscalité des revenus locatifs. C'est un plaisir de se retrouver tous ici en présentiel après 2 années de présentation de cette réunion en visio pour les causes que nous connaissons tous. Vous êtes, pour information, vous êtes 115 inscrits ici en présentiel, auxquels s'ajoutent quelques personnes qui assistent à la réunion en ligne grâce au webinaire. Donc, vous êtes certainement tous des habitués de cette réunion qu'on organise tous les ans, qui a pour vocation de vous aider à réaliser votre déclaration de revenus et d'IFI. Donc, on va essayer de vous aider pendant 7 heures, 7 heures et demie qu'on va passer ensemble, de vous aider à remplir vos déclarations, à vous y retrouver dans les règles fiscales. On va essayer de vous aider à faire les meilleurs choix et puis à utiliser un petit peu tout ça pour que, évidemment, ça soit plus intéressant pour vous au niveau fiscal. Donc, on traitera 3 sujets. La déclaration de revenus fonciers classique, la déclaration 2044, comment la compléter, les dispositifs. Alors, cette partie-là, c'est moi qui vous la présenterai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Célin, je suis expert comptable et je suis administratrice au sein de l'UNPI. Donc, Thibaut Sabati et François Arnaud, ici présents du Crédit Agricole banque privée, vous présenteront la deuxième partie qui portera sur les dispositifs spéciaux, le PIL, le COS. Et à ce sujet-là, vous verrez que c'est un des nouveautés, peut-être même la seule nouveauté de cette année, parce qu'il n'y a pas de grosse nouveauté en termes de fiscalité. Et donc, le dispositif COS fait partie des dispositifs où il y a eu des gros changements cette année et des gros aménagements. C'est un nouveau dispositif qui s'appelle louer abordable, qui s'applique maintenant. Et donc, c'est la seule grosse nouveauté de cette année. Et puis, la troisième partie, qui vous portera sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, qui vous sera présentée par Simon Beauchot, de Gamme Patrimoine, ici présent. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en fin de réunion, retrouver les coordonnées et les documentations pour le Crédit Agricole et Gamme Patrimoine qui sont à l'entrée là-bas. Quoi vous dire d'autre? Je voulais vous rappeler que l'Assemblée générale de l'UNPI aura lieu le 27 septembre, donc date à noter dans vos calendriers. Vous rappelez que vous pouvez bien entendu toujours utiliser la boutique en ligne de l'UNPI sur laquelle vous trouvez tous les modèles de baux et puis tous les autres formulaires qui peuvent vous aider pour vos locations. Et puis, on a également demandé de faire un petit appel au peuple pour les mailings. Vous savez que nous avons régulièrement des mailings à réaliser, et donc des mises sous enveloppe, un franchissement, et ainsi de suite. Et donc, on a besoin de petites mains pour nous aider dans ces mailings. Donc, si vous êtes disponible pour nous aider, n'hésitez pas à vous adresser à Delphine, qui prendra le nom avec plaisir. Voilà. Je pense que j'ai dit. Oui. Et bien, alors on y va. On rentre dans le vif du sujet. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par la déclaration de revenus fonciers classique. Et donc, avant de rentrer dans le détail de la déclaration 2044, que vous devez donc compléter si vous avez le classique pour les biens qui sont du monde. Je voulais vous rappeler avant que vous avez un autre dispositif qui s'appelle le microfoncier. Le microfoncier s'applique si le montant des loyers que vous encaissez sur l'année est inférieur à 15 000 €. Il s'applique normalement surtout pour les immeubles que vous détenez en direct, en nom propre. Si vous avez des immeubles détenus par une SCI, vous ne pouvez appliquer le microfoncier que si vous avez à côté un immeuble loué en nom propre. Si vous n'avez qu'une SCI, vous ne pouvez pas appliquer le microfoncier. Donc, le microfoncier, ça fonctionne comment? C'est très simple, parce qu'il suffit de compléter sur la déclaration de revenus 2042 la case qui correspond au revenu foncier, de mettre le montant des loyers que vous avez encaissés,
le montant de loyer hors charge. Et sur ce montant de loyer, l'administration va appliquer un abattement de 30%. Donc si vous déclarez 1 000 € de loyer, vous serez imposé sur 700 €. Donc c'est un dispositif qui peut être intéressant sur des biens sur lesquels vous avez par exemple plus d'emprunt, plus beaucoup de choses à déduire, si ce n'est l'assurance et la taxe foncière. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un abattement de 30% qui peut être plus intéressant que de déduire les charges au réel. Si vous ne souhaitez pas appliquer le microfoncier, l'option est toute simple, en fait, il n'y a pas vraiment d'option formalisée, il suffit de remplir la déclaration 2044, ça fait office d'option au régime réel. Attention par contre, une fois que vous avez rempli une déclaration 2044, vous êtes engagé pour 3 ans sur le régime réel. Donc vous ne pourrez pas revenir au microfoncier dans les 3 ans qui suivent. Enfin, l'année où vous faites les 2 ans qui suivent. Voilà. Donc ça c'est pour le microfoncier, pardon. Donc si on ne rentre pas dans le cadre du microfoncier, ou qu'on ne souhaite pas le faire, et bien du coup, on est obligé de remplir une déclaration 2044. Donc cette déclaration 2044, elle vous permet de déclarer vos recettes sur l'année et de déclarer les dépenses et évidemment de déterminer le résultat qui sera imposable ou le déficit qui sera imposable. Donc quelles recettes on retient pour déclarer nos revenus locatifs? Il faut déclarer les recettes qui sont encaissées au cours de l'année 2021. D'accord? Quelle que soit la période à laquelle elle se rapporte. Donc, si vous avez le loyer de décembre 2020 qui était un peu en retard et que vous l'avez encaissé sur 2021, il faut le déclarer sur 2021. À l'inverse, si le loyer de décembre 2021 n'a pas été encaissé le 31 décembre pour une raison ou pour une autre, vous ne le déclarez pas sur 2021, il sera déclaré sur 2022. Alors, attention, il faut pouvoir justifier que ces loyers n'ont pas été encaissés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas volontairement dire à votre locataire tu me payeras en 2022, ça ira. Il faut quand même justifier les raisons économiques pour lesquelles les loyers n'ont pas été payés en temps et en heure. D'accord? Donc il faut être vigilant sur ce sujet-là. Quelles recettes on prend en compte? Donc, on déclare les loyers et les fermages en principal, hors sommes qui sont versées par le locataire au titre des charges qui lui incombent. Donc les provisions sur charge, on ne les déclare pas en recettes. On ne déclare que le loyer. On déclare les revenus accessoires, que ce soit le droit d'affichage, les droits de chasse, les droits de pêche. On déclare les dépenses qui incombent normalement aux bailleurs qui sont mis à la charge du locataire, par exemple la taxe foncière, dans le cadre d'un bail commercial. On déclare certaines recettes exceptionnelles, par exemple quand on a des droits d'entrée, la porte, donc ça on le fait figurer ici dans les recettes. Bon, la valeur des avantages en nature, moi je ne l'ai jamais vu, mais éventuellement il y en a stipulé au bail. S'ajoute à ça qui ne sont pas mentionnés sur le support, les indemnités d'assurance, si elles portent sur des charges qui sont déductibles, d'accord? Donc, si vous avez eu un dégât des eaux et que vous avez fait des petits travaux pour réparer ça et que vous avez touché l'indemnité d'assurance, l'indemnité d'assurance est imposable. Par contre, vous déclarez les charges correspondantes. Et puis, il faut également déclarer en recette les aides de l'ANA que vous avez pu encaisser. Et ces aides, on les déclare l'année où le premier bail portant sur le bien est conclu. Voilà pour les recettes. Pour ce qui est des charges. Alors, les charges, on revient à la règle générale, puisqu'on a eu quelques années un peu perturbées avec les problématiques de passage au prélèvement à la source et l'année blanche. Donc tout ça, c'est fini. Maintenant, on repasse sur un système tout à fait classique. On déduit les frais et les charges qu'on a effectivement payés au cours de l'année 2021, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent. Par exemple, si vous avez payé en décembre 2021 en avance votre assurance PNO pour l'année 2022, vous allez la déduire en 2021. La période ne compte pas, ce qui compte, c'est le moment où vous l'avez payé. Alors, déduit. On ne va peut-être pas forcément voir les catégories dans le sens où elles sont notées. Je vais commencer
au hasard par les frais de gestion. Alors, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, mais c'est parce que c'est la première ligne sur la déclaration 2044. Donc, on peut déduire les frais de gestion. Ces frais de gestion sont limitativement énumérés. Ça peut concerner les rémunérations de gardiens, les honoraires de gestion que vous versez à l'agence, quand c'est une agence qui gère vos biens, les frais de procédure, mais quand ils portent sur des problématiques de location, pas quand ça concerne la propriété du bien. Ça, c'est une règle générale des charges qu'on déduit, qui sont elles-mêmes, d'ailleurs, j'ai dit que les frais de gestion étaient limitativement énumérés, mais c'est la même chose pour toutes les catégories. C'est-à-dire qu'en revenu foncier, on ne peut déduire que certaines catégories de charges. Et c'est limitatif et c'est exclusif. On ne peut pas déduire ce qu'on veut, on ne peut déduire que certaines catégories de charges qui sont indiquées ici. Et donc, en l'occurrence, on déduit les charges qui sont afférentes à la location ou au fait de préserver cette location, de continuer cette location. Je dis ça par exemple parce que quand vous achetez le bien, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ou c'est une erreur qui peut être faite souvent, si vous achetez un bien, vous ne pouvez pas déduire les frais de notaire, puisque ces frais de notaire sont relatifs à la propriété du bien. Donc je reviens sur les frais de procédure. On peut déduire des frais de procédure, mais quand ils sont liés à la location. En fait. Donc, si vous avez un litige avec un locataire. Et puis dans cette ligne de frais de gestion, important, c'est là que vous pouvez déduire votre cotisation à l'UNPI. Donc n'oubliez pas de la mentionner ou de donner le document à votre expert comptable qui fait votre déclaration de revenus. Donc vous pouvez déduire tous ces frais de gestion et exclusivement ces catégories de frais de gestion. Tout le reste, c'est compris dans un forfait de 20 €. Donc, systématiquement, vous avez un bien, vous pouvez déduire 20 € de autres frais de gestion. Vous en avez 2, vous déduirez 40, vous en avez 3, vous déduisez 60, et ainsi de suite. Dans ces autres frais de gestion, ça incorpore tous les autres frais de gestion. Donc, les annonces que vous faites pour trouver un locataire, les frais d'affranchissage si vous avez du courrier à faire, si vous achetez un ordinateur pour vos locations, enfin, ainsi de suite. Donc, les 20 € incluent tout le reste. Tout ce que je n'ai pas dit auparavant dans les frais de gestion. Deuxième catégorie, les primes d'assurance. Donc, les primes d'assurance, ça inclut par exemple, j'en parlais tout à l'heure, l'assurance propriétaire non occupant, donc l'assurance que vous payez pour protéger votre bien, mais ça peut aussi être l'assurance que vous payez pour les impayés, quand vous la payez par exemple à votre agence ou hors agence. Et puis, alors on en parlera après parce que ce n'est pas dans cette ligne-là qu'on déduit, mais vous pouvez également déduire l'assurance sur votre financement. Sur le financement, on l'inclut dans les intérêts. On en reparlera après. Vous pouvez déduire certaines impositions. Et alors, dans ces certaines impositions, en fait, c'est essentiellement la taxe foncière. Donc, vous pouvez déduire la taxe foncière, attention, sauf la part qui se rapporte aux ordures ménagères, puisque les ordures ménagères, c'est une charge qui incombe au locataire. Donc, il faut toujours enlever la part qui correspond aux ordures ménagères. Dans les baux commerciaux, la plupart du temps, quasiment tout le temps, la taxe foncière est récupérable sur le locataire. Donc, on déduit la taxe foncière, mais on la met en haut, comme je disais tout à l'heure, dans les recettes. C'est ça mieux. Alors, je prends dans l'ordre de celles qui sont les plus faciles. Donc, on va passer aux intérêts, les intérêts des dettes. Donc, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt sur l'acquisition du bien, l'assurance sur l'acquisition du bien, on en parlait tout à l'heure. Quand vous achetez le bien, vous pouvez déduire les frais de dossier pour l'emprunt que vous avez financé. Vous pouvez déduire les frais relatifs à l'hypothèque si vous en faites une. Alors, je ne parle pas des droits d'enregistrement qui sont payés par le notaire. Je parle des frais qui sont liés au fait de mettre une hypothèque en garantie de l'emprunt. Et puis, si vous renégociez, ça c'est intéressant parce que parfois ça peut coûter un peu cher. Si vous renégociez votre financement, si vous négociez votre emprunt et que vous avez une indemnité de remboursement anticipé, ou si vous faites un remboursement anticipé, vous pouvez déduire l'indemnité de remboursement anticipé. Parfois, ça fait des petites sommes, ça peut être intéressant. Alors, des sujets moins courants, vous pouvez déduire les indemnités d'éviction et les frais de relogement.
Et vous pouvez déduire les dépenses qui sont acquittées pour le compte des locataires, mais qui restent définitivement à la charge des propriétaires. C'est des cas un peu moins courants qui peuvent arriver en fin de bail. Alors ensuite, le sujet des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Vous pouvez déduire les frais de réparation. Ça ne pose pas de souci. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Vous avez une fuite d'eau, vous faites venir le plombier, ça se déduit. Votre chaudière est tombée en panne, vous la faites réparer, c'est déductible. Entretien, réparation, tout ça, ça se déduit, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet, c'est sur les dépenses d'amélioration. Alors, les dépenses d'amélioration, il faut faire un distinguo entre les locaux commerciaux et les locaux d'habitation. Si vous louez des locaux commerciaux, on ne peut pas déduire les dépenses d'amélioration. Ce n'est pas déductible. Les seules dépenses qu'on peut déduire, c'est les dépenses qui sont liées à l'amiante, donc au désamiantage, et les dépenses qui sont liées à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le reste, on ne peut pas. Vous faites changer, vous avez un local professionnel que vous louez à une profession libérale, vous changez les fenêtres pour mieux isoler, ce n'est pas déductible. Vous mettez une chaudière qui est plus performante ou vous changez les radiateurs pour que ça soit mieux chauffé, ce n'est pas déductible. Les locaux commerciaux, il faut faire attention, c'est très limité par rapport à ce qu'on peut déduire. Si vous êtes dans un local d'habitation, vous pouvez déduire les travaux d'amélioration. Les travaux d'amélioration, c'est quand on apporte un élément pour plus de confort pour le locataire. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, vous changez les fenêtres parce qu'elles sont en mauvais état, vous pouvez déduire. Vous remettez une toute nouvelle chaudière aux normes et ainsi de suite, vous pouvez déduire. Ce que vous ne pouvez pas déduire, c'est tout ce qui touche au gros œuvre, tout ce qui tient de la construction ou de la reconstruction, et tout ce qui tient de l'agrandissement. Vous louez une maison, il y a des combles, vous faites des travaux dans les combles pour aménager et faire une nouvelle pièce, c'est pas déductible, c'est de l'agrandissement. Il faut être très vigilant sur ces sujets-là. C'est des sujets que l'administration regarde régulièrement. Si vous faites des travaux, je pense que vous en avez certainement fait, peut-être pas tous dans cette salle, mais j'imagine une grande partie d'entre vous en ont fait. Si vous avez déduit des gros montants de travaux, l'administration, souvent dans les 3 ans qui suivent, elle envoie un courrier, elle demande des factures et elle vérifie ce qu'il en est. Donc c'est des sujets très délicats. Oui, il faut faire attention à ce qu'on déduit. Il y a beaucoup de jurisprudence sur le sujet, donc il ne faut pas hésiter à le consulter et à demander quand vous faites des gros travaux. Dernier sujet, les provisions pour charges de copropriété. Alors, il y a une coquille dans le support, je me suis rendu compte cet après-midi, il n'y a pas de spécificité cette année, c'est une erreur. C'était l'année dernière où il y en avait, parce que c'était la fin des problématiques d'année blanche. Donc, cette année, on revient aux règles habituelles, qui ne sont pas toujours faciles à saisir et à comprendre. Donc, comment on déduit les provisions pour charges de copropriété? Pour ceux qui font des déclarations 2044, déjà, vous savez qu'il y a 2 lignes. Il y a une première ligne sur laquelle on déduit les provisions. Donc, tous les ans, normalement, vous payez 4 appels de fonds au syndic. Donc, vous déduisez ces 4 appels de fonds en totalité, tels qu'ils sont indiqués sur vos appels de fonds. Attention quand même, maintenant, souvent dans les appels de fonds trimestriels, il y a une petite part qui va au fonds allure pour les travaux. Donc ça ne se déduit pas. Par contre, tout le reste, on déduit. Donc, les 4 trimestres, on additionne et on met sur la première ligne de provision. La deuxième ligne, c'est celle qui sert à régulariser les appels de fonds de l'année précédente. Donc, vous savez que tous les ans, le syndic, vous lui payez 4 appels de fonds au trimestre. Et puis l'année suivante, vous recevez la régularisation. Donc, ils vous listent toutes les charges qu'il y a eu sur l'année. Ils vous disent, ça fait 2000, vous avez versé 1800 € d'acompte, pas de provision, vous nous devez 200 €. Ou à l'inverse, vous avez 2000 de charges, vous aviez versé 2500 € d'acompte, on vous rend 500 €.
Sauf que ce premier total que vous avez là, c'est la totalité des charges, c'est-à-dire celles qui vous incombent et celles qui sont récupérables sur le locataire. Et donc, si vous regardez bien votre avis de régularisation annuelle, vous avez deux colonnes. Vous avez la colonne avec le total des charges où ils déduisent les provisions que vous avez faites l'année précédente, et à côté, la plupart du temps à droite, vous avez le total des charges récupérables. Ce total des charges récupérables, c'est ce que vous êtes censé récupérer auprès de vos locataires. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne déclare pas les provisions sur charges de locataires en recette, et donc on ne déduit pas les charges qu'on est censé récupérer auprès du locataire. Donc, on prend le total des charges de l'avis de régularisation, on enlève ce qui est récupérable sur le locataire. Donc, je reviens sur mes 2000 de tout à l'heure, on va peut-être avoir du coup 500 €. On a 2000 de charges globales, on va avoir 1500 € de charges récupérables. La différence, c'est 500 €. Ça, c'est vos charges qui vous incombent à vous en tant que propriétaire. Et c'est de ces 500 € qu'on va déduire les acomptes qu'on a versés l'année précédente. On met ce montant dans la case de régularisation. La plupart du temps, cette régularisation, elle est toujours négative, c'est-à-dire qu'on a toujours un trop déclaré l'année précédente, puisque comme on déduit la totalité des provisions, forcément, on a forcément trop déduit l'année précédente. Et si vous regardez bien, quand vous rentrez, alors, ça parce que normalement, aujourd'hui, tout le monde fait la déclaration en ligne, hein, on n'a plus le choix, donc cette ligne-là de régularisation, vous rentrez le montant en plus, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas le faire autrement, mais dans le total des charges, ça vient se mettre en moins. D'accord? Donc, si parmi vous, il y en a encore qui font en déclaration papier, attention, cette ligne de régularisation, c'est censé être une ligne négative, qui vient se mettre en moins dans le total des charges. Voilà pour le sujet épineux des charges de copropriété. Alors, on a fait le tour des sujets, on va dire, de comment on remplit notre déclaration de revenus fonciers. Je vais assez vite parce que comme j'ai personne derrière, j'essaie d'aller vite. Alors, juste un point sur cette année. Vous savez que pendant l'année 2020, on pouvait abandonner le loyer au titre du mois de novembre 2020 pour les bailleurs de locaux commerciaux dans le cadre du Covid pour aider les entreprises qui étaient impactées. Et quand on a abandonné ce mois de novembre 2020, on avait droit à un crédit d'impôt qui était égal à 50% du montant de loyer qu'on avait abandonné. Donc ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2021. Ça s'applique donc aux entreprises qui sont locataires mais qui ont un effectif inférieur à moins de 5 000 salariés. Je pense que ça laisse un peu de marge. Et quand par contre c'est une entreprise assez importante qui a au moins 250 salariés, en fait l'abandon n'est retenu que dans les 2/3 du loyer qui était prévu au bail. Et donc le crédit d'impôt, il s'impute au titre de l'année civile au cours de lequel l'abandon a été consenti. Donc si vous avez abandonné sur 2021, pour ce mois de novembre 2020, vous pouvez bénéficier de ce crédit d'impôt sur l'année 2021. Voilà, je vous donne rapidement les cases si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez besoin de le déclarer. Donc si vous êtes dans le cadre des revenus fonciers, comme on vient de le dire, c'est sur la déclaration 2042 ici, qui récapitule tous les crédits d'impôt. Donc c'est la case 7LS. Si vous êtes un bailleur imposé au titre d'EPIC, il faut remplir l'imprimer 2069 RCI quand vous faites votre déclaration de résultat, et dans votre déclaration de revenus, il faudra le reporter dans la case 8LA, donc sur la 2042 C Pro. Et si vous êtes un bailleur qui relève de l'IS, il faut également remplir le formulaire 2069 RCI avec votre déclaration de résultat, et il faut porter le crédit d'impôt sur le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés, numéro 2572. Donc voilà pour les revenus locatifs. Alors avant de passer la parole, je fais juste une petite aparté. Non, j'ai deux derniers sujets à revenir. Une petite parenthèse sur les biens loués meublés, puisque je reviens sur ce que je disais au tout début. Tout ce que je viens de dire, ça s'applique aux biens qui sont loués nus, non meublés. Si vous louez des biens meublés, ce n'est pas le même système, puisque dans ce cas-là, vous ne dépendez plus du régime des revenus fonciers, vous dépendez du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, vous dépendez des règles qui s'appliquent aux commerçants, artisans, enfin.
Donc là encore, vous avez deux solutions. Soit vous appliquez le régime du micro, donc là on n'est plus dans le micro foncier, on est dans le micro BIC. Vous pouvez appliquer ce régime micro si vous louez bien un meublé classique jusqu'à 72 600 € de loyer. Là encore, ça vous laisse un petit peu de marge. Et si vous faites du meublé de tourisme, c'est 176 000 €. Là encore, vous avez beaucoup de marge. Donc le micro BIC, c'est le même système que le micro foncier. Donc vous ne déclarez que le montant de vos loyers, charges comprises cette fois-ci, et l'administration applique un abattement de 50%. Donc si vous déclarez 1000, vous êtes imposé sur 500. Si vous louez un bien qui est classé meublé de tourisme, donc vous avez demandé à la mairie est venue, l'office de tourisme est venu faire sa petite visite, ils ont dit que vous êtes meublé de tourisme, vous avez droit à un abattement de 71%. Donc c'est quand même très intéressant. Et ce montant de loyer, il est inscrit sur la 2042C Pro. Donc il y a tout un palier qui concerne la location meublée et vous trouverez la case des micro-BIC à cet endroit-là. Si vous ne mettez pas au micro, pardon, c'est l'inverse. Si vous décidez de renoncer au régime micro et que vous optez au régime réel, ce que vous avez le droit de faire, comme pour le revenu foncier, alors, par contre, c'est un petit peu plus compliqué que les revenus fonciers. Il faut s'inscrire auprès des impôts. D'ailleurs, il faut s'inscrire auprès des impôts même quand on est au micro. Mais du coup, après, si on veut opter au régime réel, il faut prévenir les impôts qu'on veut opter au régime réel. Il faut le faire avant une certaine date. Pour simplifier, on va dire qu'il faut le faire avant le 30 avril de l'année pour lequel vous voulez opter. Et puis après, je vous conseille d'aller voir un expert comptable parce qu'il faut faire une déclaration un peu plus compliquée que la déclaration de revenu foncier. Il faut tenir une comptabilité. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est surtout que alors déjà, vous pouvez déduire toutes vos charges, du coup, toutes les charges qui sont afférentes à la location, et vous pouvez amortir la valeur de l'immeuble. Donc en général, ça peut être plus intéressant que le régime. Voilà, et donc il faut faire une déclaration fiscale tous les ans et reporter les éléments sur sa déclaration de revenus. Et donc, dernier petit sujet, juste une petite actualité jurisprudentielle, c'est toujours bien de se mettre un petit peu au courant et de regarder ce que les autres ont fait. Cette année, il y a eu une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles qui a considéré que les travaux réalisés dans une cabane de jardin en vue de créer un studio habitable n'étaient pas déductibles des revenus fonciers du contribuable. Et alors, je l'ai mise parce que ça illustre aussi toute la partie dont on a parlé tout à l'heure sur les travaux, de la déductibilité des travaux. Donc, je vous lis texto la description du cas. Donc, c'était un contribuable qui avait acheté en 2012 un immeuble à Versailles. Et il y avait un bâtiment principal d'habitation, et puis dans le jardin, il y avait un cabanon qui était muni d'un point d'eau, de l'électricité et du chauffage. Et donc en 2013, le propriétaire a fait tout un tas de travaux. Il a refait la toiture, il a posé un Velux, il a fait en sorte de faire que le cabanon soit habitable. Et donc l'administration fiscale, elle a remis en cause la déduction au motif que les travaux réalisés ne correspondaient pas à des travaux d'amélioration déductibles, mais à des travaux de construction ou d'agrandissement, qui donc ne sont pas déductibles. Et la Cour d'appel s'est notamment appuyée sur l'acte authentique d'acquisition qui indiquait que la dépendance était une cabane. Et ils ont considéré que l'existence du confort minimal, donc l'eau, l'électricité, le chauffage, ça ne suffisait pas à établir que c'était quelque chose qui était habitable avant qu'on fasse les travaux. Donc ils ont considéré que ce n'étaient pas des travaux d'amélioration, mais qu'on avait clairement construit ou agrandi, ça dépend comment on le voit, une partie de l'habitation pour la rendre habitable et la vie. Voilà, je vais passer la parole au Crédit Agricole pour les dispositifs spéciaux. Merci de votre intervention et de cette présentation très précise. Moi, je suis Thibaut Sabati, directeur du Centre de patrimoine Crédit Agricole Tours-Poitou. Donc, on représente avec François Renaud, conseiller privé de Centre de patrimoine, la banque privée du Crédit Agricole. Votre sujet, pour vous, c'est évidemment les déclarations de revenus. Nos sujets, c'est l'accompagnement de nos clients et votre accompagnement sur la constitution du patrimoine financier, mais également le patrimoine immobilier. Notre partenaire, notre filiale, c'est Sport Habitat, avec qui on travaille sur le volet immobilier et l'immobilier de défiscalisation notamment. Donc ce soir, le sujet, c'est de parler du dispositif Pinel
et également du dispositif COS. Sachez qu'on sait travailler tous les autres dispositifs. On parlait de loueur meublé tout à l'heure, le loueur meublé non professionnel, on sait faire. La partie Malraux et la partie monument historique également, et la propriété aussi, qui peut intéresser certains d'entre vous. Donc, je vais passer la parole à François Renaud qui va vous parler du dispositif Pinel et COS. Bonsoir, merci de m'accueillir dans cette salle. Donc, je suis François Renaud de la Banque privée du Crédit Agricole. Moi, je vais aborder donc, le Pinel, le de Normandie et également le COS. Le Pinel, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. Il change de nom régulièrement en raison du changement des ministres. Parce qu'un ministre doit apporter sa loi, doit apporter son nom pour rester dans la mémoire. Là, le premier exemple, c'est la loi Pinel. L'esprit de la loi Pinel, il est le suivant, c'est je fais une acquisition d'un bien neuf que je vais mettre en location nue pour un locataire qui aura un plafond de ressources à respecter au moment de la signature du bail. Et puisque je fais moi-même l'investissement neuf, en fait, l'État me permet d'avoir une réduction fiscale plus ou moins importante selon la durée pendant laquelle je vais pouvoir faire louer mon bien, 6, 9 ou 12 ans, eh bien, je vais avoir droit à une réduction d'impôt qui sera plus ou moins progressive. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, le Pinel, le locataire, c'est pour de la résidence principale. On a un plafond de loyer de ressources du locataire, alors juste pour avoir un ordre d'idée, une part, c'est à peu près un revenu fiscal de référence de 28 000 €. Donc on n'est pas dans le logement social pur, hein, on est quand même dans un éventail beaucoup plus large. Alors vous pouvez aussi, à titre personnel, faire louer votre bien Pinel à vos ascendants ou à vos descendants. Alors pour les descendants, à condition qu'ils soient sortis de votre foyer fiscal. Les conditions liées au logement, c'est simple, c'est un logement neuf, et il y a à minima le respect de la performance énergétique RT 2012, et même d'ailleurs pour les constructions futures, on a basculé sur la RE 2020. Donc voilà, de toute manière, un logement neuf qui respecte un certain niveau de performance énergétique. La réduction d'impôt, vous voyez qu'elle est étalée sur 12 ans, elle est de 2% par an les 6 premières années, 2% par an pour 3 ans de plus, et 1% par an pour les 3 années supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien décider de profiter de l'avantage Pinel les 6 premières années, et ensuite, vous pouvez très bien basculer d'un logement nu à un logement meublé, mais évidemment, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la réduction fiscale Pinel. Voilà. Mais sachez que de toute manière, vous pouvez très bien basculer du nu au meublé du moment que vous avez, on va dire, fait la période minimale des 6 années. Vous voyez indiqué réduction d'impôt total maximum de 63 000 €. Ben, comment on obtient ce calcul? C'est parce que tout simplement un investissement Pinel, la déduction maximale sera à partir de sera jusqu'à 300 000 € et 21% de 300 000 €, c'est une réduction totale de 63 000 €. Les chiffres que vous voyez là, de réduction d'impôt de 21% sur 12 ans, c'est pour toutes les réservations faites avant le 31 décembre 2022, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, l'avantage fiscal sera un petit peu grignoté. Vous n'aurez plus 2% par an, mais vous aurez 1,75% par an pour 2023, et même après 2024, on va encore gratter un petit peu, et on va redescendre à 1,5%. Voilà. Donc là, si jamais vous aviez un projet Pinel à faire, je peux vous recommander de le finaliser au moins sur l'année 2022. Ce qu'on va voir juste après, c'est donc la loi Pinel, elle n'est pas applicable partout. Il faut que l'investissement soit réalisé dans une certaine zone. Le zonage Pinel, 3 zones, zone A bis, zone A, zone B1. Vous voyez, donc, zone A bis, on est sur Paris, de France, la petite couronne. Zone A, on est sur les grandes métropoles, plus la couronne parisienne. Nous, on va plus s'orienter vers le B1, puisque c'est là où se font la plupart des investissements de notre région. Tours est éligible. Poitiers, c'est la seule ville de Vienne qui est éligible au Pinel. Et puis après, voilà, on a noté La Rochelle, Nantes, Bordeaux.
Mais pour vous donner plus d'exemples concrets, plus local, voilà, vous voyez Tours et vous voyez toutes les communes aux alentours, Cholet-Tours, Nazelles, Amboise, Vouvray, toutes ces communes sont éligibles au Pinel. Et sur la Vienne, on n'a que Poitiers. On a indiqué que c'était une opportunité d'investir sur notre territoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez un plafond de loyer de votre locataire. Vous ne pouvez pas choisir le loyer dans un investissement Pinel. Ce qui fait que, alors, pour vous donner une idée, c'est à peu près 11 € le mètre carré, plafond Pinel, pour un loyer Pinel. Donc on a dit que c'était une meilleure opportunité sur notre territoire, puisqu'on aura des prix déjà, d'une manière de construction, des prix inférieurs à ceux des grandes métropoles comme Rennes, Bordeaux, Nantes. Et en raison de ce plafonnement, vous aurez une meilleure rentabilité si vous faites un investissement à Poitiers ou dans la région tourangelle que dans les grandes métropoles. Donc c'est pourquoi on avait indiqué qu'il y avait une meilleure rentabilité. Juste un exemple chiffré de ce que je viens de vous dire. On a pris l'exemple d'un appartement T3 à Tours, 270 000 €, à peu près 60 mètres carrés. Les frais de notaire sont réduits quand on achète du neuf, donc on est à 2,5%. On a un loyer, vous voyez, 660 € par mois, c'est à peu près les 11 € le mètre carré. On a supposé que vous fassiez un prêt, alors évidemment au Crédit Agricole, sur 20 ans, on l'a estimé à 30%, les frais d'hypothèque, ce qui donnerait une mensualité d'à peu près 1 426 €. Et la défiscalisation, alors j'ai pris l'ensemble du prix d'acquisition plus les frais de notaire, puisque ça rentre dans le calcul de la réduction d'impôt auquel vous auriez droit, ce qui donne 276 406 € fois 2%. Ça veut dire que chaque année, donc les 9 premières années, j'aurai 5 528 € de réduction d'impôt Pinel. Si je décide d'aller jusqu'au 12e anniversaire, j'aurai que 1% les 3 dernières années, donc 2 764 € supplémentaires par an pendant 3 ans. Ce qui fait que lorsque je fais vraiment tous les calculs, c'est-à-dire si j'emprunte pour faire l'acquisition de mon logement Pinel, je vais avoir d'un côté mes recettes et mes charges. En fait, vous vous rendez compte finalement, quand je prends mes recettes, c'est-à-dire mes loyers plus ma réduction d'impôt, et toutes mes charges à côté, c'est-à-dire ma taxe foncière, la PNO, l'assurance habitation, les frais de gestion de Square Habitat qui ont été estimés, les charges de copropriété, la mensualité de prêt, finalement, je me rends compte que j'ai un effort d'épargne de 480 € par mois, alors que je pourrais dire, non, regardez, j'ai un prêt de 1 420 € par mois, donc j'ai un effort de trésorerie mensuel de 1 420 €. Non. Prenez en compte le fait que vous allez quand même toucher les loyers de votre locataire, et aussi que vous allez évidemment payer moins d'impôts, donc un prélèvement à la source moins important lors de votre période d'investissement Pinel. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la réduction d'impôt Pinel, elle commence à partir de la livraison du bien. Donc, comme souvent on est sur des ventes en VFA, en vente en état futur d'achèvement, vous ne pourrez pas faire votre réduction dès que vous avez fait votre contrat de réservation. C'est pour ça que là, dans mon exemple, on a mis 2 ans où vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction Pinel, mais il n'empêche que pendant les 2 ans, vous pourriez faire autre chose. Ça peut être de l'épargne retraite, ça peut être de l'investissement en fonds d'investissement de proximité ou fonds communs de placement dans l'innovation qui vous accordent aussi des réductions fiscales. Donc n'hésitez pas à aller voir votre conseiller pour voir ce que vous pourriez faire en attendant la réduction d'impôt Pinel. Et ensuite, voilà, j'ai ma livraison en 2022, donc prise d'effet réduction Pinel sur les revenus 2022. Donc je vais appliquer sur ma déclaration 2023, en toute logique. La page 14. Allez-y. Mais vous aurez le support après, de toute façon. Oui, vous aurez le support. Ouais, le support. Comment? Vous l'aurez par mail, comme vous avez reçu l'invitation aujourd'hui. Oui, monsieur. Oui, excusez-moi, si on revient à la page 14. Oui. Les suites de confère de famille, le paiement de loyer, et non pas tous avec les inconvénients de départ de locataire, etc. Pas que tous les suites de l'éducation sont en taux de loyer. Là, c'est différent. Alors après, oui, la simulation, on prend en compte comme si tout va bien.
Après, comme c'est du logement neuf, bon, bah, la vacance locative est moins forte et on est sur des logements qui sont, même si vous avez votre locataire qui part, on trouve très souvent en remplaçant. Après, c'est un avis qu'on peut débattre. Alors vous êtes prudent, c'est bien. Nous, en tant que banquier, on est encore plus prudent que vous, puisqu'on retient une vacance locative de 30% quand on fait nos études de crédit. La dernière fois, enfin au mois de janvier, quand on était intervenu, mon homologue de Tour Sud avait précisé les critères HCSF, au Conseil de la sécurité financière, qui précisait qu'on était, nous, limités au niveau des revenus, à prendre en considération au niveau des revenus fonciers. Donc cette pondération, sachez que nous, on la retient, mais là, la réalité des faits, c'est dire vous en laissez évoluer sur 12 mois. Mais c'est une question pour père de famille, vous avez absolument raison. Je peux vous passer à la... Merci. On va passer au 2 de Normandie. Alors le 2 de Normandie, vous prenez le même esprit que le Pinel, sauf que vous l'appliquez à l'ancien. Donc là, c'était un dispositif complémentaire du Pinel qui avait été pris pour revitaliser certaines communes, donc certains centres-villes en manque de dynamisme. En Indre-et-Loire, il y a une seule ville qui est éligible au 2 Normandie, c'est Chinon. Dans la Vienne, vous avez Poitiers, Châtellerault. Un peu plus loin, vous avez Guéret dans la Creuse. Et voilà, donc c'est un peu plus limité. Donc là, l'esprit, c'est j'achète un logement ancien dans lequel je vais faire pas mal de travaux, puisqu'il faut à minima que les travaux représentent 25% du coût total de l'opération, avec des critères comme l'amélioration de 30% minimum de la performance énergétique du logement, ou répondre au type de travaux minimum. Les 5 suivants, c'est des bouquets de travaux classiques qu'on trouve quand on remet à neuf, enfin quand on fait plus, quand on met à neuf d'un logement. C'est un dispositif qui, très honnêtement, n'a pas connu un franc succès, du fait un peu de sa complexité, parce que voilà, il y avait les bouquets de travaux, il y avait les 25%, et il faut aussi que les travaux soient effectués par une entreprise labellisée RGE. Donc si c'est vous-même qui faites les travaux, vous ne serez pas éligible au 2 Normandie. Donc c'est un petit peu limité quand même, et ça a refroidi les investisseurs, très clairement. Ça reprend exactement les mêmes réductions d'impôts, 6, 9, 12 ans, les mêmes montants. Vous pouvez par contre le cumuler avec un prêt à taux zéro, et aussi avec les TVA réduites selon les travaux effectués. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le dispositif de Normandie n'est pas cumulé avec le dispositif Malraux et la déduction spécifique du conventionnement de l'ANA. Et enfin, la loi COS. Alors ça, c'est le plus récent, puisqu'il y a eu des modifications au 1er mars 2022. Donc, la loi COS, c'était quoi l'idée? C'était un logement ancien que je loue nu, mais avec un loyer modéré. Donc là, on est plus dans le logement avec des loyers donc, très bas pour que ce soit abordable au plus grand nombre. Donc il fallait évidemment une convention ANA pour le bien. Et selon le loyer qui était appliqué, vous aviez droit à une déduction forfaitaire des revenus fonciers, plus ou moins importante de 15, 30, 50, 70, 80%. Selon en fait, le loyer qui était positionné sur le bien. Il y a eu une modification donc, à partir du 1er mars 2022, le loc avantage. Le loc avantage, c'est quoi? On reste sur une signature d'un conventionnement enregistré par l'ANA depuis le 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, de 6 ans minimum. Et là, par contre, on parle maintenant de réduction d'impôt sur les revenus pendant la durée de la convention. Pour ne pas faire un cas parmi vous tous, pour faire 100 cas, ils ont mis en ligne un simulateur. Vous tapez loc avantage, vous allez sur Google, le premier lien. Ça va vous demander l'adresse du bien. Et une fois que vous cliquez sur « Je confirme », vous allez avoir le loyer avoir en modéré et la réduction d'impôt à laquelle vous pourriez prétendre. Donc c'est vraiment très bien fait.
c'est accessible à tous. Donc voilà, juste ce qu'il faut retenir, pardon, en basculant dans le local avantage, c'est que maintenant on parle de réduction d'impôts. On ne fait plus de déduction de revenus fonciers. Donc c'est la nouvelle, le nouveau dispositif fiscal sur le POS. J'en ai terminé sur ma partie. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je passe la parole sur le sujet brûlant de l'IFI? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Non, voilà, vous pouvez, alors pour ceux qui n'ont pas entendu, oui, on peut le faire à Tours sans problème. Ça sera très certainement le thème d'une prochaine réunion au cours du second semestre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Mais écoutez, je cède la parole au gagnant. Bonsoir à tous. Merci beaucoup au Crédit Agricole pour ces précisions, cette présentation très précise. On va parler d'impôt sur la fortune immobilière et malheureusement, même à Tours, ça fonctionne aussi. Donc, je me présente expert patrimonial chez Gain Patrimoine sur la région du 37. Et donc, qu'est-ce que l'impôt sur la fortune immobilière? Donc, quelques généralités. Donc, de l'ISF à l'IFI en 2018, l'ISF s'est transformé donc, en impôt sur la fortune immobilière. À la différence des deux, c'est que maintenant, l'impôt sur la fortune immobilière ne concerne que l'immobilier. Outre ce recensement d'assiette, le fonctionnement de l'IFI est assez similaire à celui de l'ISF, on va pouvoir le voir sur le barème. Qui est concerné donc, par l'impôt sur la fortune immobilière? Ça concerne donc, le patrimoine immobilier net taxable des contribuables français et des étrangers qui ont un patrimoine immobilier sur le territoire français. Et qui ont donc un patrimoine immobilier net donc taxable d'une valeur supérieure à 1,3 million au 1er janvier de l'année d'imposition. Qu'est-ce que le patrimoine net taxable? Donc, c'est les sommes des valeurs imposables des biens immobiliers après déduction des dettes. Les dettes, on y reviendra un peu plus tard. Petite astuce pour commencer. Les biens immobiliers de votre enfant majeur rattachés fiscalement à votre foyer fiscal ne figurent pas sur votre déclaration personnelle, mais sur la déclaration personnelle de votre enfant. Donc, c'est effectivement pas négligeable si vous êtes dans ce cas-là. Quand doit-on déclarer l'IFI 2022? Eh bien, chaque année, la déclaration d'IFI se fait exactement au même moment que la déclaration des revenus. Et donc, ça débute le jeudi 8 avril en cette année. Donc, vous voyez par voie postale et par Internet. Donc, le 19 mai par voie postale et par Internet, le 24 mai 2022 pour les départements donc, du 1 au 19. Et, 31 mai et pour les 20 à 54, 8 juin 2022 pour les départements de 55 à 95 et d'octobre. Excusez-moi. Quelques règles d'évaluation des biens. Donc les biens immobiliers sont surévalués à la valeur vénale et les dettes sont déductibles sur certaines conditions. Tout ce que je vais effectivement pouvoir vous expliquer à aujourd'hui, il y a des exceptions, des conditions supplémentaires, etc. On est resté dans le général qui peut effectivement concerner tout le monde. Donc si vous avez des cas particuliers, je suis à votre disposition bien évidemment pour pouvoir l'étudier avec vous, mais dans l'idée, on reste assez généraliste. Donc certains impôts sont déductibles comme la taxe foncière, mais l'impôt sur le revenu immobilier ne l'est pas. Les prêts in fine, donc c'est un peu particulier, devront être traités pour être diminués chaque année d'une somme. Les dettes déductibles, bien évidemment, malheureusement plafonnées. Lorsque la valeur vénale du patrimoine immobilier est supérieure à 5 millions, et je vous le souhaite, les dettes ne sont déductibles qu'à hauteur de 50% au-dessus d'un certain seuil. Encore une fois, sous certaines conditions. L'abattement de 30% sur la résidence principale est absolument maintenu. L'échappée à l'IFI si la résidence principale est détenue en SCI. Le plafonnement de l'impôt à 69% des revenus d'un redevable est toujours applicable. On va parler effectivement d'un côté un peu plus douloureux, c'est les potentielles pénalités de retard de votre déclaration. Donc ça peut être effectivement relativement douloureux. Les pénalités de retard de déclaration, ça peut être 0,40% de ce que vous devez par mois de retard. Et si vous avez dépassé les 30 jours de mise en demeure des impôts, ce que je ne vous souhaite absolument pas, eh bien le maximum effectivement c'est 40% de plus. Donc encore une fois, faites relativement attention. Donc quels biens déclarés? Quels sont les biens imposables à l'IFI? Eh bien évidemment, donc l'immobilier, les immeubles bâtis et non bâtis détenus directement, tels que donc maisons, appartements et leurs dépenses. Le rappel, exonération de 30% sur la résidence principale. Les bâtiments classés monuments historiques, les immeubles en cours de construction au 1er janvier de l'année d'imposition, les immeubles non bâtis, terrains à bâtir, terres agricoles, entre guillemets, sous certaines conditions. Les immeubles ou fractionnements d'immeubles détenus indirectement via titre et part de société. Un exemple, les OPCI,
où les parts de SCPI à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie doivent se décliner. Les biens et droits immobiliers qui ne remplissent pas les conditions peuvent être considérés comme des biens professionnels, etc. Dans l'idée, on aurait pu effectivement faire une liste de plein de petits points et plein d'exceptions, mais malheureusement, effectivement, on a une heure ensemble, une heure et demie ensemble, donc dans l'idée, il faut faire attention à tous ces petits, effectivement, détails. Quels sont les biens exonérés d'IFI? Donc certains biens sont exonérés, les biens immobiliers opérationnels, donc usines, bureaux commerciaux, tout ce qui sert effectivement aux professionnels. Les biens immobiliers affectés par l'activité donc professionnelle du contribuable sont exclus d'IFI sous certaines conditions de détention du capital. Encore une fois, tout ce que je vais dire va être soumis à certaines conditions de votre patrimoine. Pour les loueurs en meublé, si les recettes sont supérieures à 23 000 €, et si le loueur réalise 50% de ses revenus grâce à ses locations. Si le contribuable détient moins de 10% de la société qui est propriétaire de biens immobiliers, et les biens ruraux, donc les biens donnés à bail à long terme, sont considérés exonérés d'IFI sous certaines conditions, etc. Même débat. La liste peut effectivement s'allonger. Non. Comment est calculé votre IFI? Eh bien, vous le voyez, effectivement, on est donc sur un barème progressif, donc suivant la détention que vous avez de votre patrimoine net taxable. Ça va être un peu bateau, mais plus vous en avez, plus vous en devez, malheureusement. Et donc, je vous ai donné un exemple. Alors, c'est un peu particulier à voir, mais donc, si vous déclarez un patrimoine net taxable de 1,5 million d'euros, il sera imposé ainsi. Donc, vous voyez, effectivement, on prend tranche par tranche pour arriver jusqu'à votre patrimoine net taxable, qui est à 1,5 million. Vous voyez que dans la première, effectivement, fraction de valeur de patrimoine entre 0 et 800 000, vous êtes effectivement dedans à 0%. La rétroactivité, donc, s'opère à partir de 800 000 jusqu'à 1,3 million à 0,5%, et de 1,3 million à 1,5 million, on est à 0,7%. L'accumulation de ces trois tranches, même si la première est à 0, vous donne effectivement un IFI qui sera donné à 3 900 € si vous avez un patrimoine net taxable d'1,5 million. Est-ce que c'est bon pour vous, pour le calcul, ou est-ce que vous avez des questions là-dessus? Formidable. Comment réduire mon IFI? La question à 1 million $. Ben, écoutez, malheureusement, pas de recette miracle. Dans l'idée, les choses et les cas qui réduisent effectivement votre imposition sur la fortune immobilière sont les suivantes. Vente ou transmission immobilière, malheureusement pas de secret. Potentielle diversification de ces actifs immobiliers et financiers. Bien évidemment, moins vous avez de patrimoine net taxable, moins vous êtes taxé dessus, ce qui a une certaine logique. Quid des donations, transmissions et potentiel démembrement, et dons au profit d'organismes d'intérêt général. Petit point là-dessus, en cas de don au profit d'organismes d'intérêt général, et la liste, je pourrais vous la donner si vous souhaitez, vous bénéficiez d'une réduction IFI égale à 75% des dons réalisés dans la limite de 50 000 €. Le conseil se posait la question sur la globalité de son patrimoine, ainsi que son équilibre par un audit patrimonial global. Bien évidemment, malheureusement, aujourd'hui, il faut analyser votre patrimoine actuel pour pouvoir savoir s'il y a des optimisations à faire ou non. Et en ce sens, Gagne Patrimoine et moi-même se mettons à votre disposition pour pouvoir réaliser cet audit patrimonial. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pour poser un patrimoine d'1,2 million, il y a 800 000 € chez lui. D'accord. Non, parce que vous êtes en dessous des 1,3 million. Petite chose, j'ai oublié deux petites notions, excusez-moi. Donc, l'imposition sur la fortune immobilière se déclenche à partir de 1,3 million, mais le calcul commence à 800 000, vous l'avez vu dans le listing. Entre 1,3 million et 1,4 million, il y a une décote qui est affectée. Je ne vous ai pas fait le détail de la décote parce que c'est assez invivable, bien évidemment, mais entre les deux, effectivement, il y a quelque chose. Donc, vous pouvez détenir, entre guillemets, de l'immobilier net taxable en dessous d'1,3 million, ne pas faire de déclaration, ne pas être assujetti à l'IFI, même si le tableur que vous avez vu commence à 800 000. Voilà. Une notion importante, c'est l'actif net. Donc, s'il y a 800 000 € passifs sur 1,3 million, vous êtes à 500 000 € d'actifs net. L'idée, c'est, je vais répéter ce qu'a dit Richard, l'idée c'est du net, c'est-à-dire que vous avez effectivement le patrimoine immobilier net, donc les dettes sont effectivement enlevées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a des élèves studieux ce soir. Pas de questions particulières? Oui, monsieur? Oui, bonsoir. Une question concernant les locations meublées. Vous avez donné comme une question 23 000 € de chiffre d'affaires pour rester en Airbnb.
Est-ce que vous pouvez... C'est 72 000. 72 000, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler du régime social? Alors, le régime social. Vous posez une question compliquée, je n'avais pas... C'est pour ça que je vous la pose. Alors, le régime social, en fait, c'est parce qu'en fait, il faut reprendre tout le cheminement. Quand on fait de la location meublée, on a deux statuts. On a le statut loueur en meublé non professionnel et le statut loueur en meublé professionnel. C'est là où interviennent les 23 000 euros. C'est-à-dire que quand on a des revenus, des loyers inférieurs à 23 000 euros, on est forcément loueur en meublé non professionnel. Dans ce cas-là, 23 000 euros. 23 000 euros, c'est le chiffre d'or de la location meublée. On est en dessous de 23 000 euros, on est loueur en meublé non professionnel. Dans ce cas-là, on n'est pas, inscrit auprès des caisses, auprès de l'URSSAF, et on paye uniquement les prélèvements sociaux si on a un bénéfice. Donc on paye les 17,2% de CSG, CRDS. Alors, après, il y a deux cas. Si on est loueur en meublé professionnel, c'est-à-dire qu'on a plus de 23 000 euros de loyer, et en plus, le montant des loyers qu'on dégage est supérieur à nos autres revenus d'activité. Salaire, BIC, bénéfices industriels commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux. Donc si on gagne par exemple, si on a 40 000 euros de loyer et qu'à côté de ça on a des salaires pour 25 000 euros, on va être loueur en meublé professionnel. Dans ce cas-là, aujourd'hui, on est automatiquement soumis à l'URSSAF. On devient comme un travailleur indépendant, en fait, hein, on est censé cotiser auprès de l'URSSAF. Même si on est salarié à côté, même si on a une autre activité soumise à charge sociale, nos revenus de loueur en meublé rentreront dans le calcul des charges sociales. Et il faut savoir que dans ce cas-là, même si on a un déficit ou un résultat égal à 0, on devra payer un minimum. Il y a un minimum qui tourne autour de 1 200 euros. L'autre cas, c'est les locations de tourisme. Donc les locations... Pardon, madame. Vous n'avez pas indiqué le taux, ça. Le taux, ça tourne autour de 40-45%, quoi. Maladie, retraite, la totale. Du bénéfice. Si vous faites alors là, c'est le cas général de la location meublée de résidence principale. C'est-à-dire que vous avez un bail meublé avec quelqu'un qui habite, c'est sa résidence principale, ou avec un étudiant, avec un bail d'étudiant. Là, on est dans ce cas-là. Si on fait de la location de courte durée, donc du tourisme, Airbnb, de la location saisonnière, c'est-à-dire que la personne qui occupe le bien, ce n'est pas sa résidence principale. Dans ce cas-là, il y a uniquement la condition des 23 000 euros qui s'applique. Donc si vous faites plus de 23 000 euros de loyer, point, et que vous ne faites que de la location de meublé touristique, courte durée, vous êtes assujetti aux charges sociales également. Avec une petite variante, que d'ailleurs j'ai jamais pratiquée, c'est que vous pouvez demander à ce que, au lieu de cotiser auprès de l'URSSAF des indépendants, vous pouvez demander à ce que cette base fiscale qui donc est soumise aux charges sociales rentre dans vos cotisations de salariés si vous êtes salarié. Ce qui peut être plus intéressant parce qu'au moins ça vous permet de cotiser par exemple plus à votre retraite de salarié et de cumuler deux régimes qui ne vont pas forcément vous apporter des bénéfices supplémentaires. Voilà. Donc il y a deux cas. Soit on fait du meublé touristique, on dépasse 23 000 euros, on est automatiquement assujetti à l'URSSAF des indépendants. Soit on fait de la location classique, on dépasse 23 000 euros et en plus ce montant de loyer dépasse nos autres revenus d'activité. Et là, pareil, on se retrouve assujetti à l'URSSAF des indépendants. En sachant que, tels que les textes sont écrits aujourd'hui, parce qu'ils sont mal écrits ou mal réfléchis, j'en sais rien, mais si vous rentrez dans cette case-là une année, mais que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vous vendez un bien et que vous passez en dessous de ces limites-là, et que vous avez plus qu'un loyer de 5 000 euros à l'année, bah, normalement, vous devez continuer à cotiser à l'URSSAF des indépendants. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, parce que c'est pas normal, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, aujourd'hui, les textes sont écrits comme ça. Donc l'année où on dépasse, on se retrouve assujetti à l'URSSAF et c'est définitif. D'accord, merci. Alors, la deuxième question, c'est au niveau des amortissements des immeubles en location meublée. Lorsque vous pratiquez de la location depuis une vingtaine d'années, par exemple, avec un immeuble que vous avez déjà,
vous augmentez votre chiffre avec un nouveau bien, vous passez dans la catégorie donc loueur immobilier professionnel, par exemple, donc vous pouvez déduire des charges d'amortissement. Sur le bien qui a été acquis il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'on peut néanmoins pratiquer quelque chose? Qui était loué meublé, déjà? Oui. Ah bah, Mais qui était en microbique. Ah, en micro, oui, vous pouvez. Alors on part sur quelle base? Sur la valeur réelle du bien au moment où vous passez au régime réel. Et c'est pas une question d'avoir deux biens, en fait. C'est que... Valeur globale. De loyer global. Non, pas valeur de loyer. C'est que si depuis 20 ans, vous louez un bien en micro, et que vous décidez à un moment d'opter au régime réel, peu importe que vous en ayez un deuxième ou pas, normalement, au moment où vous passez au régime réel, vous pouvez amortir sur la valeur du bien au moment où vous passez au régime réel. Donc, on part pour combien de minutes d'amortissement? Et ben, alors c'est un calcul qui se dit pas, enfin c'est pas un calcul global, en fait, déjà vous excluez une partie de la valeur du bien qui correspond au terrain, donc vous amortissez pas. Selon l'endroit où vous détenez le bien, ça peut être plus ou moins important. Si c'est un bien dans le 16e à Paris, la quote-part de terrain va être plus forte que si c'est un bien à Poitiers. Et puis le reste, en fait, vous allez le décomposer en plusieurs composants, la structure, la façade, l'installation technique, agencement, et vous allez mettre des durées d'amortissement différentes selon les composants. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris le basculement en microbique. Du microbique et les conditions du microbique par rapport au BIC Pro. C'est deux choses différentes en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être loueur en meublé professionnel et déclaré au microbique. En fait, c'est deux sujets différents. Vous avez la location meublée. Dans la location meublée, vous avez deux statuts différents. Le statut non professionnel, voilà. Le statut professionnel. Voilà. Donc, oui. Quel est le plafond du LMNP en non professionnel? Je croyais que c'était 32 000. Non, alors 32 600, c'est pour le micro, ça. Pour la différence entre le statut pro et non pro, c'est 23 000 euros. Si vous êtes en dessous de 23 000 euros, d'office, de toute façon, vous serez loueur en meublé non professionnel. Si vous dépassez 23 000 euros et que le montant des loyers dépasse aussi vos autres revenus, là, vous serez loueur en meublé professionnel. Mais que vous soyez non professionnel ou professionnel, dans les deux cas, vous pouvez déclarer au micro ou au réel. Alors, dans les autres revenus, vous mettez les retraites? Les retraites aussi. Vous mettez les retraites. Est-ce que vous mettez les revenus fonciers classiques? Non. C'est que les revenus d'activité. Que les revenus d'activité, non-activité comme la retraite? D'ancienne activité, on va dire. Oui, d'ancienne activité. D'accord. Et pour un couple, donc, c'est l'addition des deux. Pour un couple, c'est l'addition des deux. Et donc, les 23... Alors, c'est même pour un couple ou pour une famille. C'est le foyer fiscal. C'est le foyer fiscal. Et donc, la location meublée, si elle dépasse les 23 000, mais qu'elle ne dépasse pas, par exemple, le montant des retraites, vous êtes non professionnel. On est non professionnel. Oui, c'est deux conditions, c'est deux conditions cumulatives. Voilà, parce que c'est quand même l'aspect prélèvement des cotisations sociales, c'est énorme. Ah bah oui. Ça c'est clair, les cotisations. Si. C'est sûr. Ok, non mais c'est clair, d'accord. C'est la condition et, c'est-à-dire les 23 000 en fait sont déplafonnés par rapport au montant des revenus, retraite ou activité. Oui. On est d'accord. Et je complète juste, j'en profite. Sinon, tout à l'heure, du coup, le monsieur est pas juste à ce moment-là, mais j'ai cru voir sur le slide là, sur l'IFI, pour que les biens loués meublés ne rentrent pas dans la base de l'IFI, il faut remplir ces deux conditions cumulatives. Enfin, il faut remplir ces deux conditions cumulatives, plus de 23 000 et plus que les autres revenus, et il faut aussi avoir un bénéfice fiscal supérieur à 0. Si vous avez une perte, ou si vous êtes à 0, enfin, non, c'est pas ça, il faut avoir plus de 23 000 euros de loyer, et il faut que le bénéfice qu'on dégage de cette activité de location meublée soit supérieur aux autres revenus. Dans ces autres revenus, là, on ne prend pas les retraites. Donc, par exemple, si vous êtes retraité, que vous avez une location meublée qui dégage 30 000 euros de loyer,
ça suffit. Il faut que vous compariez le bénéfice fiscal à vos revenus. Si vous êtes retraité, vous avez donc 0 de revenus à comparer, mais il faut avoir un bénéfice fiscal positif, parce que 0, c'est pas la moitié de 0 pour l'administration. Donc il faut au moins faire 1 de bénéfice fiscal pour être exonéré, que le bien ne rentre pas dans votre base DFI. Il faut faire attention à cette règle-là, parce qu'il y a plein de gens qui seront à voir, et puis l'administration, là aussi, derrière, elle ramasse. Oui, alors je voudrais poser une nouvelle question, notamment en parlant de l'IFI. Monsieur qui nous parlait de l'IFI tout à l'heure a parlé de 30% d'abattement sur la résidence principale. Est-ce qu'il y a des abattements qui sont pratiqués sur les biens mis en location, par exemple, ou sur les biens démembrés, des choses comme ça? Alors oui, il y a des conditions supplémentaires sur les terres agricoles, par exemple, ou d'autres. Le débat, c'est que j'ai essayé au maximum de rester général sur l'IFI, parce qu'aujourd'hui, donc vous êtes un certain nombre ce soir, et donc vous avez tous des situations différentes, avec des foyers différents, des patrimoines différents, et à ce titre, tout votre patrimoine vous concerne vous. C'est-à-dire que les règles en généralité vous concernent, mais demain, si vous avez un bien bien particulier, dans l'idée, ça peut effectivement avoir des codes supplémentaires. Ce que je vous conseille, donc je paraphrase un peu effectivement ce que disait Mme Célin et puis le Crédit Agricole, mais dans l'idée, aujourd'hui, vous pouvez faire appel à nous trois pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et dans l'analyse. Je pense que le Crédit Agricole ne contredira pas là-dessus, mais sur tout ce qui est dispositifs immobiliers, ils vous ont donné effectivement les clés très précises de ces dispositifs-là. Maintenant, suivant où vous investissez, etc., ça peut effectivement changer. Donc à ce titre, si vous avez des dispositions bien particulières sur des conditions, entre guillemets, sur votre patrimoine net taxable aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous voir, entre guillemets, pour poser la question un peu plus précise, et on rentrera plus dans le détail, parce que la réponse que je vais pouvoir vous donner à aujourd'hui, sur la généralité, ne vous concernera peut-être pas si on rentre un peu plus dans le détail de votre patrimoine. Donc il y a des conditions supplémentaires, des abattements supplémentaires, suivant effectivement ce que vous détenez dans votre patrimoine net taxable. Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. En termes de... Je ne vous entends pas, monsieur, excusez-moi. La question portait uniquement sur les biens mis en location, d'une part, les biens démembrés. D'accord. Alors, les biens démembrés, c'est autre chose dans le sens où, l'usufruit et une propriété ne rentrent pas dans ce débat de l'IFI. Sur, des spécificités, ça dépend effectivement dans quel domaine vous avez loué vos biens, mais à aujourd'hui, en généralité, je ne vais pas vous dire que vous avez un abattement, je vous dis une bêtise, hein, bien évidemment, mais de 50% sur le loueur meublé non professionnel. À aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais par contre, il faut analyser l'intégralité de ce que vous avez dans votre patrimoine pour savoir d'une part ce qui rentre dans l'IFI et les abattements qui peuvent être appliqués dessus. Voilà. Donc je reste, en fait, volontairement, je reste très généraliste, dans le sens où, aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent vous concerner ou pas, et donc il faut malheureusement faire l'analyse et prendre un peu de temps pour se poser les bonnes questions. Une autre question concernant la déclaration pour les travaux d'amélioration. Juste, excusez-moi, une petite particularité sur les biens démembrés. En général, on se fie à un barème qui est le barème en cas de décès pour l'évaluation de la valeur du bien en nue propriété. Et en fait, en toute logique, ça doit être un barème économique. Donc ça, c'est calculé, l'usufruit est calculé sur la valeur des loyers, la durée de vie estimée pour toucher ces loyers, et on en déduit justement la valeur du bien, la valeur de la nue propriété. Attention à ça. Normalement, ce n'est pas un barème en cas de décès, celui qu'on connaît habituellement, avec la règle des 61, 71, 81, etc. C'est une valeur économique qui doit être calculée sous le couvert de Claire qui est ici présente, bien sûr. Alors, juste attention sur l'usufruit, le démembrement pour l'IFI, c'est l'usufruitier qui déclare. Il déclare tout. Le propriétaire, il déclare rien. C'est toujours l'usufruitier qui déclare. Une question en ce qui concerne la déduction pour les travaux d'amélioration. Une commande de travaux passée en 2021, mais réalisée en 2022, avec un acompte payé en 2021. Est-ce que je peux déduire l'acompte? Oui. Et qu'est-ce que je dois demander aux artisans pour pouvoir le déduire comme justificatif? Normalement, l'artisan doit vous faire une facture d'acompte. Donc, il vous faut une facture d'acompte. Et vous pouvez le déduire au moment où vous avez réglé l'acompte. D'accord. Et sur la déclaration, donc justificatif, je mets le type de travaux. Oui, c'est ça. En fait, vous n'avez pas à joindre les factures à votre déclaration. Oui, c'est sur demande.
Par contre, effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais quand on déclare des travaux, on doit compléter des petites lignes avec la date à laquelle on a payé, la nature des travaux, l'adresse et le nom de l'entrepreneur et le montant. Merci. Et bien, normalement, l'administration, elle a 3 ans pour revenir sur votre déclaration de revenus, donc il faut les garder 3 ans. Ah, d'accord. On n'a pas assez de place pour mettre. Et oui. Donc j'ai interrogé les enfants, ils m'ont dit qu'il fallait garder la facture 10 ans. À mon sens, normalement, non. Alors, par contre, il faut faire attention si ça vous a créé du déficit ou pas. Parce que si ça a créé du déficit, comme le déficit est reportable, dans ces cas-là, effectivement, il faut garder des factures le temps que le déficit est actif. En fait. Mais sinon, 3 ans, c'est suffisant. Et effectivement, je suis d'accord avec vous que le nombre de lignes, quand on fait beaucoup de travaux, c'est pas pratique. Il faut ruser. Bonsoir, juste un petit point sur le microfoncier. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait un minimum de 3 ans en 2044. Est-ce qu'il y a une déclaration particulière à faire quand on veut passer dans un statut particulier? Et on peut faire le microfoncier sur un bien locatif et la 2044 classique. Ah non, c'est bien. Il faut tout faire en micro, tout faire en réel. On est d'accord. Et il n'y a pas de formalisme d'option. C'est le fait de déclarer d'une manière ou d'une autre qui fait option. Oui. Pardon, je reviens en arrière sur l'IFI. Entre usufruitier et nu propriétaire, les biens ont été donnés à nos 4 enfants. Alors, le bien à déclarer, c'est la totalité des biens faisant l'objet de mon usufruit, mais est-ce que l'usufruit apporte une déduction enfin, est-ce que le fait que les biens soient déjà donnés en nue propriété apporte une déduction à la valeur de ces biens tels que je les déclare, moi, usufruitier? Moi, personnellement, je dirais que non. En fait, vous pouvez éventuellement avoir un abattement si votre bien il est démembré mais en indivision. C'est-à-dire que si vous êtes 4 à vous partager la pleine propriété du bien, éventuellement, comme le disait Simon, à étudier au cas par cas, on pourrait faire un abattement en disant que c'est pas facile de vendre le bien, parce que quand vous êtes 4 en indivision sur un bien, forcément, il perd un peu de sa valeur parce qu'il n'est pas liquide, enfin, il n'est pas facilement cessible. Mais par contre, le fait que le bien soit démembré du propriétaire usufruit, enfin, je sais pas, peut-être que ça se défend parce qu'après tout, il faut que le propriétaire soit d'accord, enfin bref, mais bon, normalement, non. Par contre, là où vous pouvez avoir l'abattement, c'est sur le fait qu'il soit loué et occupé. Là, vous pouvez faire un abattement. Mais pour moi, c'est pas lié au démembrement. Après, je ne suis pas une spécialiste de défi. Donc je réfléchissais à haute voix en même temps que Pierre parlait, mais en fait, je suis en train de penser en termes de justificatif qu'on va vous demander si effectivement on vous contrôle là-dessus. Et aujourd'hui, en termes de justificatif d'abattement sur de l'indivision démembrée, je ne vois pas ce qui pourrait comment dire, être envoyé à l'administration fiscale. Donc je rejoins un peu votre avis là-dessus, sur le fait que ça n'ouvrirait pas, avec de grands guillemets de conditions, mais c'est quelque chose à effectivement vérifier, d'abattement supplémentaire à ce démembrement. Enfin, en tout cas pour moi. Non mais mon hypothèse, si vous voulez, ce qui à mon avis diminue la valeur du bien, c'est le fait qu'il soit effectivement, que la propriété en soit répartie entre l'ensemble des nus propriétaires. Vous comprenez? Donc c'est une question de masse, moi je dirais. Le principe de l'IFI, ça me semble être de tenir compte de l'accumulation du capital possédé. Dès lors qu'il est démembré, il n'est pas seulement démembré, il est divisé, si vous voulez. En termes de valeur. Si je peux paraphrase en termes de valeur. Comprendre, avec le temps de réfléchir, je vais passer par la claire. Aujourd'hui, vous avez un bien que vous avez gardé l'usufruit, et vous avez donné la nue propriété divisée en 4 parts. Exactement. Égal ou égal, peu importe, mais à vos enfants. Oui, c'est le postulat d'aujourd'hui. Ok, c'est ça. De toute façon, d'une manière générale, les abattements, au niveau de l'IFI, les abattements qu'on réalise, mis à part celui de la résidence principale, qui est clairement inscrit dans la loi, tous les autres abattements qu'on peut pratiquer ne sont pas inscrits dans la loi, ils sont admis par l'administration. Donc dès que vous rentrez dans le cadre de c'est admis par l'administration, ça suppose que le jour où ils viennent vous demander pourquoi vous avez fait cet abattement-là, à vous,
de justifier. Et de plaider. Et de plaider. Ouais. Donc c'est le jeu. Soit vous êtes joueur et poum, vous faites un abattement, soit vous n'êtes pas joueur et vous ne faites pas d'abattement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudra après pouvoir argumenter auprès de l'administration et de dire voilà, moi j'ai fait un abattement parce que j'estime que la propriété est divisée entre mes 4 enfants et que du coup si demain on veut vendre le bien, c'est compliqué parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord et donc je considère que mon bien n'est pas facilement cessible et donc je pratique un abattement. Après c'est un jeu de... C'est pas très rassurant, c'est une distinction que vous faites entre la loi et l'appréciation de l'administration fiscale. Et clairement, l'abattement sur les biens immobiliers de l'IFI, le sujet est là. C'est une tolérance. Donc, je comprends. Merci. Non, juste pour confirmer, parce que le beau-fils parle de lui-même. En fait, c'est bien ça. C'est bien l'usufruitier qui déclare la pleine propriété. C'est clair et net. Et après, ce sont des arrangements, je dirais, à négocier avec l'administration fiscale. Donc c'est sûr, donc, vous n'avez pas d'abattement. Donc en fait, on a des stratégies d'acquisition en nue propriété pour diminuer les filles. Mais l'usufruitier déclare bien pleine propriété. Oui, j'ai une location immobilière et une boulangerie. J'ai fait un agrandissement un petit peu cette année. Et cet agrandissement, c'est pour que le boulanger puisse travailler plus facilement. Est-ce que je peux le déduire ou pas? Non. Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équivoque et il n'y a pas d'interprétation, c'est non. Agrandissement, c'est non. Alors déjà, c'est non parce que c'est un agrandissement et c'est plus non parce que c'est un local commercial. Donc vous avez un double non. D'autre part, j'ai fait une amélioration dans un autre logement parce que j'ai construit un abri à côté du logement existant. J'ai mis une pompe à chaleur et pour alimenter la maison. On est obligé de faire une petite construction. Est-ce que ça rentre en déduction ou pas? Oui, c'était obligé pour protéger la pompe à chaleur, c'est ça? Oui, la pompe à chaleur s'auto-valide. Bon, là, j'aurais tendance à dire que oui. Enfin, je pense, j'imagine que c'est pas une pièce, c'est un... Ouais, non, c'est juste une petite construction pour mettre la pompe à chaleur. Moi, je dirais oui. Parce que ça fait partie de la pompe à chaleur. Non, c'est pas habitable, mais ça fait partie de l'amélioration liée à la pompe à chaleur, en fait. C'est pour protéger la pompe à chaleur. J'aurais tendance à dire oui. Oui, c'est au sujet de la pompe à chaleur. On est tombé en panne en plein mois de janvier. Alors le locataire, plus de chauffage, plus d'eau chaude. Alors j'ai mis une pompe à chaleur parce que la chaudière est tombée en panne, elle était morte. Alors ça c'est déductible oui ou non? Ah oui, bien sûr. Ah bon, parce que c'est important, ils m'ont dit que je m'en renseigne à l'ANA. Non. Ah bah l'ANA est oui, pour avoir des subventions. Oui, non, mais ça se fait assez rapidement. Hein. Oui, non, mais à l'ANA, effectivement, pour avoir une subvention, pour bénéficier de la prime rénale. Mais sinon, oui, bien sûr, ça vous fait déduire s'il y a une amélioration. Là, j'aurais tendance à dire que c'est un double oui, parce que c'est pour réparer la chaudière et c'est une amélioration. Ah bah oui, le plombier dit elle est morte. Bon, bah, très belle solution. Bon, et puis, on a un appartement là, depuis le mois de juillet, justement pour déduire, est-ce qu'on déduit tout l'appel de fonds ou... Alors, vous l'avez acheté en juillet? Il est acheté, non, au mois de mars, c'est ma femme, il est dans le nom de ma femme, mais peu importe. Et bien, vous déduisez, alors quand vous l'avez acheté, vous avez dû certainement payer un prorata de l'appel de fonds qui était en cours au moment où vous l'avez acheté. Donc ça, c'est sur le décompte du prorata du notaire. Oui, mais on a les appels de fonds maintenant. Et puis après, il faut déduire les appels de fonds que vous avez mais est-ce qu'on déduit tous les appels de fonds? Vous déduisez tous les appels de fonds. Et vous régularisez l'année d'après. Quand vous recevez la régularisation. Ah oui, parce qu'il est loué, hein. Oui, ben, ça n'empêche pas, au contraire. S'il n'était pas loué, vous ne pourriez pas déduire. On n'a pas beaucoup de... Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut déduire les charges que si on loue le bien, ou si on va le mettre... Ah oui, c'était pour louer. C'est un principe général, ça aussi. J'aurais voulu savoir aussi, pour vous parler de 20 € par le local. Bon, on a plusieurs locataires de terre. Est-ce qu'on peut déduire les 20 €? Alors ça, c'est une question qui est déjà revenue. Et je ne sais plus ce que j'avais répondu à l'époque.
Alors, il me semble que oui. Parce que c'est un lot. Donc, Ils pour moi, sont, ça- on est 3-4, ils sont 3-4. c'est par lot de terre, en fait. Donc, pour moi. Ah non, c'est pas la même parcelle, c'est pas dans la même. Oui, ben justement, s'il y a plusieurs parcelles, d'autant plus, Voilà. vous pouvez déduire 20 € par parcelle. Ah non, ils font chacun leur. Donc, c'est 20 € par C'est même parcelle. pas la même commune, alors. C'est même pas la même Non, il commune. n'y a aucun doute. Vous pouvez Ah déduire bon, je 20 peux € déduire les 20 euros? Dans les déductions, ne payez pas votre cotisation UNPI sur la ligne des frais d'administration. Donc, pour les garages, nous, on a 6 garages qui sont sous le même toit, c'est 4-6 le garage. Je déduis 20 € par garage aussi, alors ils sont tous accolés les uns aux autres. Oui, mais c'est un garage. Vous pouvez déduire 20 € par garage. Bon. Oui, c'est un numéro, donc. Oui, alors, au niveau commercial, on avait déduit la pompe, pas la pompe à chaleur, mais les travaux, on avait déduit les travaux. Oui, mais l'accessibilité, on l'avait déduit. J'ai pas Pour entendu. les travaux déductibles en matière de baux commerciaux, c'est l'accessibilité normalement. Oui, Et, fenêtres et tout, on avait enlevé. Ah non, les locaux commerciaux, vous ne pouvez pas. Ah, vous êtes tout à l'heure. C'est précis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, ben oui. Vous ne pouvez pas déduire de travaux d'amélioration dans les locaux commerciaux, sauf si ça concerne l'amiante ou les personnes à mobilité réduite. Ah d'accord. Oui, c'est ce que Entre deux coups de location de 4 mois, c'est pas la même charge. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire soit, en fait, il faut que qu'ils soient en location ou que vous alliez, qu'ils aient l'intention de le mettre en location. Parce qu'évidemment, vous pouvez avoir. Mais il ne faut pas déduire des charges pendant 10 ans sur un bien que vous utilisez. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez revenir sur les conditions du microfoncier pour une SCI. Alors, pour appliquer le microfoncier quand vous avez une vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez qu'une SCI. Il faut aussi avoir un immeuble que vous détenez en propre à côté. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que tout soit en micro. Oui, concernant la régularisation des charges, quand le document fourni par le syndic, il est à cheval sur 2 années, comment on fait pour... Ben, c'est l'année où vous le recevez en fait. Donc vous déduisez les appels de fonds que vous avez payés dans une année civile, c'est toujours l'année civile. Donc même si votre syndic clôture au 30 juin, du coup vous allez, s'il clôture au 30 juin, vous allez déduire le 3e et le 4e trimestre, enfin, vous payez en janvier et en avril, mais qui correspondent au 3e et 4e trimestre de l'année du syndic. Après vous allez déduire le 1er et le 2e trimestre de l'année suivante. Et l'année d'après, vous allez recevoir la régule au 30 juin, par exemple, là, si je me place en 2021, vous allez recevoir la régule au 30 juin 2021, par exemple, l'année d'après. Et du coup, à ce moment-là, vous allez faire la régularisation. En fait, vous faites la régularisation l'année où vous recevez le document de régularisation. D'accord, oui, mais ça n'a pas d'importance alors si l'année elle est à cheval sur c'est à cheval, mais c'est pas grave. Parce que du coup, ça reviendra. Par contre, là, du coup, on vient d'acquérir l'appartement. Et du coup, la régularisation, c'est en septembre, on l'a dit en mai. Et du coup, alors on fait quoi, un prorata? Alors oui, ça c'est plus compliqué. Normalement, il faudrait faire un prorata. Oui. Et ça veut dire que les 3 mois qui manquent, je les régulariserai l'année d'après. Exactement. D'accord. Okay. Et quand on a un déficit foncier, donc c'est la totalité du déficit qu'on reporte l'année d'après? Non. Le déficit, il est imputable sur vos autres revenus jusqu'à 10 700 €. D'accord, donc il va être imputé. Ça s'impute directement sur vos autres revenus. Et ce qui dépasse, ça se reporte sur les 10 ans qui suivent. D'accord. Okay. Donc si vous avez 20 000 € de déficit, vous allez imputer 10 700 € tout de suite et 9 300 € qui seront reportés sur les années suivantes. D'accord. Donc quand on déduit les charges, il faut s'arrêter aux 10 700 pour pouvoir conserver les autres pour l'année d'après? Non? On marque la totalité? Non, vous marquez tout. D'accord. Je n'ai pas l'imprimé là sous la main, mais vous imputez tout, vous calculez votre déficit en totalité, et quand vous arrivez à la fin de votre déclaration, j'allais dire sur la 4e page,
Quand vous arrivez à la fin de la déclaration de revenus fonciers, vous verrez, il y a un petit schéma qui suit. Maintenant, je pense que ça se remplit tout seul. En fait, vous avez un... c'était la 4e page avant, mais maintenant c'est à l'écran. Et vous avez tout un calcul qui se fait pour vous permettre justement, et ça reporte automatiquement. N'oubliez pas, comme vous êtes sur Internet, d'activer les reports, pour que ça se remette après sur votre déclaration classique. Oui. Là, pour un appartement, on va refaire toutes les fenêtres, puisque c'est des fenêtres qui ne sont pas très isolées, pas pour le bruit, pour la température. Donc là, ça sera déductible. Mais les façades de la maison, est-ce que, parce que là, elles sont dans un état lamentable, est-ce que c'est déductible aussi? Normalement, oui, si vous les refaites parce qu'elles sont dans un mauvais état, ou pour isoler, ou pour... Parce que toute la maison sera louée, enfin, déjà... Si vous allez faire le ravalement, quoi. Voilà. Donc ça se déduit. Ça se déduit. D'accord. Merci. Une question en ce qui concerne l'évaluation du patrimoine, une maison, pour quel justificatif l'administration demande pour l'évaluation du patrimoine? Alors, vous savez qu'il y a un site internet maintenant qui s'appelle, je perds l'adresse, qui est lié au cadastre en fait, et qui répertorie toutes les sessions qui sont réalisées. Donc vous pouvez taper le numéro de la rue, cadastre. Et donc vous allez sur ce site, vous tapez l'adresse du bien que vous détenez, et ça va vous mettre toutes les sessions qui sont faites autour et le prix auquel elles ont été faites. Donc l'administration, elle se base là-dessus, en fait. Clairement. Elle fait par comparaison. Le site pour trouver les valorisations, c'est le site de DVF Etalab. Là, vous tapez DVF, tout simplement. Petite pardon. J'aurais voulu vous poser une autre question. Alors, je vais juste prolonger le propos par rapport à l'estimation d'un bien. Attention à ne pas jouer au plus malin, dans le sens où, par exemple, vous dites que votre maison vaut 1 million, très bien. Vous la revendez 2-3 ans après 1 500 000. Ils vont vous rattraper les années précédentes. Ils ne vont pas vous louper parce que eux, ils sauront que vous avez vendu votre bien 1,5 million. Donc, voilà, point de vigilance, même si vous avez les références cadastrales par rapport au prix de cession, faites estimer par une agence immobilière, c'est gratuit. Hein. Juste une estimation pour avoir une meilleure approche fiscale et pour éviter le contrôle sur les 3 années prochaines. Oui, demandez une évaluation IFI. Pardon. Trois lettres. DVF. Qui m'a demandé le micro? Qui m'a demandé le micro? Je reprends la parole. J'avais cru avoir une bonne nouvelle en découvrant que la valeur de mon patrimoine ne dépassait que de 3 000 € par exemple, le seuil au-delà duquel on se trouvait imposable pour l'IFI. Donc, j'ai dit, je peux déclarer sans problème, ça me coûtera, je serai imposé sur 3 000 € en fait. Erreur majeure, et il faut faire très attention à mon avis. Hein. Si on est assujetti à l'impôt parce qu'on dépasse la tranche imposable, à partir de laquelle on est imposé à partir de 0. Voilà. De 800 000. De 800 000. Vous êtes imposé à partir de 800 000. Ah oui, à partir de 800 000. C'était l'ancien seuil. C'est ça. Mais la valeur du patrimoine entre 800 000 et 1,3 million. En fait, vous avez un ticket d'entrée sur les 500 000. Quoi qu'il arrive, vous allez payer, je ne sais plus combien ça fait, mais 3 000 €. Oui. Il y a un ticket d'entrée à l'IFI qui est de, grosso modo, 3 000 €. D'accord. Vous pouvez pas payer en dessous. Donc il faut quand même faire très attention à ça parce qu'on se croit presque indemne
derrière les filles. Et puis, ben non, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit à première vue. Exactement, c'est ce que je disais par rapport à la rétroactivité, mais il faut avoir des points d'alerte par rapport à ça à partir du moment où vous avez un patrimoine net taxable de 800 000 euros. Il faut faire effectivement attention à partir de ce seuil-là, puisque une fois que c'est déclenché à partir d'1,3 million, on va refaire une rétroactivité à partir de 800 000. De 0 à 800 000, c'est 0, et de 800 000 à 1,3 million, c'est 0,5. Équivalent à 2 800 à 3 000 euros. Voilà. On rappelle une décote entre 1,3 million et 1,4 million, il y a une décote qui est appliquée dont je n'ai pas parlé parce que le calcul est assez imbuvable, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a quand même une décote. Lorsque l'on met un bien à la disposition d'un de ses enfants gratuitement par un commodant, donc il n'y a pas de loyer perçu, mais aucune charge ne débute. Pas de loyer, pas de charge. C'est bien ce que je pensais. On est d'accord que dans l'immobilier, on parle que de l'immobilier, on ne parle pas des assurances vie. Alors, dans l'idée, à l'intérieur de l'assurance vie, vous pouvez avoir d'investi certaines sommes qui sont en rapport avec de l'immobilier, au PSCI, SCPI, etc. Ces sommes qui sont investies sur de l'immobilier intra-assurance vie sont à déclarer. Néanmoins, on n'est plus sur l'ISF et donc le contrat d'assurance vie avec l'intégralité de vos sommes qui sont investies hors immobilier n'est pas à déclarer. Quelqu'un d'autre? Donc en fait, si on veut annuler des crédits, il est préférable de surtout pas les annuler et continuer à les avoir. Je vais vous répondre une réponse qui va être très précise. Ça dépend. Non, mais encore une fois, restons généralistes. Chaque particularité, chaque personne a un patrimoine particulier. Je vais vous répondre oui et non, ou peut-être, ou ça dépend. Peut-être que dans certains cas, effectivement, il faudra potentiellement solder les crédits, ou d'autre part, etc. À aujourd'hui, sans avoir une analyse poussée de votre patrimoine, je ne peux pas vous répondre de façon sûre. Pour vous, ce sera oui. Pour votre collègue de droite, ce sera non. Donc à ce titre, je ne peux pas malheureusement prendre le risque de vous donner une réponse plus précise que celle-ci. À propos de l'IFI, lorsqu'on ne fait pas de déclaration à l'IFI parce qu'on pense qu'on n'y est pas assujetti et que l'administration, en fait, démontre que vous y êtes, est-ce qu'elle revient sur 3 ans ou 10 ans? Alors, ça va être dans mes souvenirs personnels et je vais demander confirmation à mes collègues. Il me semble que si c'est un oubli véritable, c'est 3 ans. Si c'est une fraude volontaire, c'est 10. Il y a ce distinguo-là. Encore une fois, et je paraphrase ce qu'a dit Claire Célin, encore une fois, comment dire, si vous êtes agent immobilier, très honnêtement, on ne va pas présumer que vous avez fait juste une erreur ou un oubli, très clairement. Mais encore une fois, c'est soumis à l'appréciation de l'administration des impôts, et donc, encore une fois, faites attention à partir de 800 000, c'est pour ça que j'ai mis ce point d'alerte entre guillemets de 800 000 euros, parce que ça peut aller relativement vite, on l'a tous vécu, et puis vous êtes effectivement un peu, je ne l'apprends pas, l'évolution du marché financier, enfin immobilier, pardon, à aujourd'hui est quand même relativement importante sur ces 2 ou 3 dernières années, et donc faites attention, refaites le point potentiellement, posez-vous la bonne question, et faites l'estimer, votre nom, excusez-moi. François avait raison, ça ne coûte rien de faire intervenir un agent immobilier qui va vous faire une estimation en ce sens. Une question du tout? Eh bien, merci beaucoup de votre attention. Merci.